Merci de choisir Canal Télévision pour vous informer. Il est 19h, heure de Kinshasa. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Le journal s'ouvre par la politique. Le sommet spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est sur la République démocratique du Congo a ouvert ses portes le vendredi 17 février dernier à Addis Abeba, à capitale éthiopienne. Commentaire de Gilles Boulembe. C'est dans la salle Julius Nyerere, au siège de l'Union africaine, que le sommet spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et assez élargi à l'Angola, s'est ouvert ce vendredi matin. Le président William Ruto du Kenya, Joao Lorenzo d'Angola, Paul Kagame du Rwanda, Evariste Ndayishimiye du Burundi, Suluhu Hassan de la Tanzanie et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo ont répondu présents à ces rendez-vous. Seul le président Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Salva Kiir du Soudan du Sud sont représentés au niveau ministériel. À la séance publique d'ouverture, seulement 2 chefs d'État ont pris la parole. Joao Lorenzo, médiateur désigné de l'Union africaine, et Evariste Ndayishimiye, le président en exercice de la CAE-EAC, ayant présidé le dernier sommet extraordinaire de cette institution sous-régionale le 4 février dernier à Bujumbura. Dans son allocution, le président angolais a déploré la détérioration de la situation sécuritaire sur terrain à la suite du refus des troupes terroristes du M23 appuyé par le Rwanda de se retirer des zones occupées comme l'exigeait le sommet de Luanda. Pour lui, la discussion de ce vendredi devrait tourner autour de la détermination des zones de cantonnement des troupes du M23, la préparation de ces zones de cantonnement et le financement de ces opérations. Pour sa part, le président Evariste Ndayishimiye, tout en déplorant la reprise de combats et hostilités par le M23, ce qui a entraîné la légitimité et réaction foudroyante de FARDC, a exhorté ce père à trouver une solution définitive à cette situation. Le président en exercice de la CAE-EAC a reconnu la crise de confiance d'une certaine opinion congolaise envers la force sous-régionale. Le président Ndayishimiye explique la détérioration de la situation sur terrain par le non-respect des engagements par le M23 et le manque de mécanismes de suivi et évaluation. Pour lui, la réunion de ces jours doit étudier un mécanisme efficace chargé du suivi et évaluation des décisions et résolutions, structure dont toutes les parties prenantes devraient faire partie. Cet ordre du jour n'a pas suscité des réactions des autres chefs d'État pendant la petite séance publique d'ouverture, mais les chefs d'État ont poursuivi le vraie discussion à huis clos dans un format 1+4, c'est-à-dire un chef d'État et 4 accompagnateurs. Côté République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accompagné du vice-premier ministre Christophe Lutundula, de la DIRCABA Nicole Boacha, du haut représentant chargé du suivi des processus de Luanda et Nairobi Serge Tshibangu et du ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembwe. Le communiqué final de ce sommet est très attendu. Restons toujours en Éthiopie. Madame Thérèse de la société civile en mission à Addis Abeba a été séquestrée par la police éthiopienne dans son hôtel. Suivez. Moi, c'est Rose Mouchanga, je suis de la société civile congolaise. Je suis ici à Addis Abeba pour des plaidoyers en marge du sommet des chefs de l'État de l'Union africaine. Vous savez qu'il y a un grand problème à l'est du Congo avec le M23 qui est appuyé par le Rwanda. Et nous sommes venus ici pour faire du plaidoyer afin que la population qui souffre à l'est de la RDC puisse être libérée de cette atrocité du M23. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une réunion importante des chefs de l'État, 52 chefs d'État sont entendus à l'Union africaine. Curieusement, la police est venue le matin ici à l'hôtel Olympia à Addis Abeba pour nous séquestrer.
Donc nous sommes encerclés, nous sommes empêchés de sortir, empêchés de parler, nous sommes comme des prisonniers, alors que nous réclamons que les droits des victimes des atrocités du M23, nous réclamons que la justice soit faite, que l'Union africaine soit impartiale dans ces problèmes, dans ces conflits qui est entre le Rwanda et le Congo. Malheureusement, le gouvernement éthiopien décide de nous séquestrer et on ne peut pas sortir. L'état de droit a encore une longue marche. On ne sait pas quand est-ce que l'état de droit sera en Afrique. Mais que cela ne tienne, nous croyons que l'Est du Congo sera libéré. Changeons de registre. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko, dit à l'ambassade de Turquie pour compatir avec l'ambassadeur de la Turquie suite au séisme qui a secoué ce pays. Gilles Boulembi pour les reportages. Accompagné du premier vice-président André Mbata, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diampouanga a effectué une visite de compassion à l'ambassade de la Turquie. Après échange avec l'ambassadeur, le premier du parlementaire congolais s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus à l'ambassade de la Turquie pour exprimer au nom de la représentation nationale nos compassions en raison du séisme qui s'est abattu sur la Turquie et qui a entraîné d'énormes pertes en vies humaines. Nous sommes venus dire à Monsieur l'ambassadeur que la représentation nationale est de cœur avec le peuple turc, avec les institutions, et nous prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il aide les peuples turcs à sortir de cette dure épreuve pour que la Turquie poursuive ses efforts d'émergence. Parlons environnement à présent. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement, Eve Bazaïba, a reçu en audience la délégation égyptienne conduite par le docteur Hani Atef Branham, ministre égyptien des Ressources en eau et irrigation. Les échanges ont tourné sur les différents projets en commun liés en eau et de l'irrigation. Après, la délégation a visité le centre hydro-informatique. Laetitia Louvezo pour les reportages. En séjour de 72 heures de travail à Kinshasa, la délégation égyptienne, conduite par le docteur Hani Atef Naban, ministre égyptien des Ressources en eau et d'irrigation, a été reçue ce samedi 18 février 2023 par la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba. Différents projets en évaluation et en poursuite, notamment dans les secteurs de l'eau en faveur de ces deux pays, Égypte et RDC. Après les cabinets de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, direction Centre hydro-informatique de la RDC, prévision des temps et changements climatiques. Sur place, une visite guidée de la délégation Égypte-RDC dans différents bureaux et salles de prévision des temps, stations numériques qui reçoivent les données satellitaires. Le coordonnateur de ces centres, Jean Manteke Kabayi, salue cette coopération bilatérale qui trouve son point d'intersection sur la prévision du temps. Difficultés rencontrées dans ces projets, à en croire le coordonnateur de ces centres, reste le manque de connexion Internet. Une année s'est écoulée sans fonctionnement normal de ces centres suite au manque d'électricité et de connexion Internet. C'est un centre qui nous sert à donner des informations chaque 3 heures du temps. Donc la température, la précipitation, l'humidité, le mouvement des nuages, même la vitesse du vent. Donc pendant 5 jours. Et dans ce centre, on avait le problème, c'est d'abord le problème d'Internet. Il y a la connexion Internet qui est là, mais on a le problème d'Internet. Ça fait 1 année que le centre ne fonctionne pas à cause de l'Internet. Et puis nous avons aussi le problème du courant électrique. Chaque fois ça coupe.
Et puis il y a des fois on passe, par exemple ici on a pratiquement passé 4 mois sans courant électrique. Ce sont les difficultés que nous avons sur place. C'est le 12 mars 2012 que la RDC et l'Égypte ont signé cette coopération liée à l'eau et irrigation, dont l'inauguration le 15 juillet 2021. Et toujours dans le même chapitre, cette délégation égyptienne conduite par le ministre égyptien des Ressources en eau et irrigation est arrivée à Kinshasa le vendredi 17 février et dernier. En image, suivez l'arrivée à Kinshasa de la délégation égyptienne que nous propose Prince Yamboui et Véambata. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo, une délégation égyptienne conduite par le docteur Ani Atef Naban Sewilan, ministre des Ressources en eau et irrigation d'Égypte, séjourne depuis ce vendredi dans la soirée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À sa descente du régulier d'Égypte-Air, la délégation a été accueillie par les directeurs de cabinet adjoints de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Héritier Mpiana-Pierre, et de M. Echam, ambassadeur d'Égypte en poste à Kinshasa. Cette visite de 72 heures aura un agenda chargé dont l'objectif de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte dans le domaine de l'eau et d'irrigation. La partie égyptienne aura une séance de travail avec la vice-premier ministre au ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, suivie de la visite du Centre hydro-informatique du Congo dans le cadre du projet des gestions intégrées de ressources en eau qu'avait inauguré en juillet 2021 le docteur Mohamed Abdelati, ancien ministre égyptien de l'eau et irrigation. Occasion pour les deux parties de faire un état de lieu de ces projets. Il est également prévu une visite d'inspection au site du plateau de Bateke prévu pour la mise en œuvre du projet d'installation de forage d'eau. C'est une visite régulière pour faire les échanges entre les deux pays. Nous sommes des pays frères avec une relation historique et pour voir comment on peut renforcer les relations dans les domaines de l'eau et de l'irrigation. La délégation égyptienne est entre autres composée du chef du département central, du coordonnateur général pour la coopération bilatérale de projets au ministère égyptien de l'eau et irrigation. Prenons cette fois-ci la direction de la Genève à la conférence des hauts niveaux sur l'éducation à Genève en Suisse. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, plaide en faveur d'un financement au profit des élèves victimes de conflits, de guerre et de l'agression rwandaise. Jules Boulembi est pour le reportage. Devant la communauté éducationnelle mondiale réunie à Genève en Suisse, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a présenté au monde l'évolution du sous-secteur de l'EPST en nette amélioration depuis l'avènement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Considéré à juste titre comme le gardien de la gratuité de l'enseignement primaire public, vision chère au président de la République, Tony Mwaba a dès l'entame de son allocution remercié les partenaires dont les CW pour le déploiement dans les provinces de Tanganyika, Ituri et Kasaï central dans le cadre de son programme pluriannuel de résilience à l'attention des élèves en situation d'urgence et de crise. Mon pays, la République démocratique du Congo, il faut souligner que nous avons un système éducatif qui est assis sur 3 axes, l'accès, la qualité et la gouvernance. En ce qui concerne l'accès, par exemple, le chef de l'État, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait déjà décrété en 2019 la gratuité de l'enseignement primaire, ce qui a permis à plus de 5 millions d'enfants de retourner dans les parcours scolaires. À bon ambassadeur de la République, Tony Mwaba a usé de son statut pour lancer un appel solennel à la communauté internationale qui doit briser les silences nocifs dans la situation sécuritaire de l'Est perpétrée par les Rwandais, cité nommément par le ministre. Mon pays traverse aussi une insécurité, surtout dans sa partie Est, qui a été occasionnée par la présence des forces négatives dont elle est victime par un de ses voisins, le Rwanda. Plus de 800 écoles sont affectées, des écoles incendiées où les salles de classe sont occupées par des déplacés, les bancs pupitres sont occupés pour les bois comme bois de chauffage, les écoles sont fermées, des écoles détruites, et donc CWE va nous aider sur ce point effectivement grâce à son programme pluriannuel.
Après avoir réussi à consolider la gratuité de l'enseignement primaire, le ministre Tony Mwamba reste focus sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement du reste terni depuis des décennies. Parlons cette fois-ci des Kovo Ingila, c'est au cadre de l'interfédéral du mouvement de libération du Congo MLC en sigle qui s'est enrôlé le vendredi 17 février dernier dans la commune de Bandalungwa. C'est lui qui les Kinois ont surnommé Tomalanda a accompli son devoir civique. Mario Ambongo était là pour le compte de Canal Télévision. Les militants du mouvement de libération du Congo de la commune de Bandalungwa ont bravé le soleil et la chaleur pour aller accompagner le vice-président de l'interfédération du MLC, Kovo Ingila Bokondo, cadre de l'interfédération qui s'est enrôlé de l'avenue Lac-Édouard jusqu'au quartier Mola. Au lieu d'enrôlement, la plupart des avenues de Bandalungwa ont connu la sensibilisation sur l'enrôlement, de la capture jusqu'à l'enregistrement. Le tout s'est bien passé. À la sortie, Kovo Ingila explique. Mais bah c'est fatigué parce que là qui va prendre les bateaux, c'est fatigué. Bah c'est fatigué s'il faut laisser même à minuit. On sait à bomba tigre à minuit, mais chacun de lui, il faut à zone ananda ou na carte électeur d'ailleurs pour permettre à participer à la décision ou de ça là qui va conduire à Sika ou va chasser pour ça là pour les personnes participer à la décision et vous allez c'est quand on va fourmi bah que tout malade la télé mingi va aller pour ma question tout malade pourquoi fallait qu'il y ait pour pourquoi je nous rater télémi comme on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même ndé na bandi mokolo malelo na serole na bandal pour na faire na bandal nous avons animé matinée politique après ici on a coupé ça bana ya MLC bafumi ya bandal occasion ya pour échanger na tomalanda bai banini na lengeli nini parti lengeli pour na bango pour na makambo ça pour ya. Après l'enrôlement, place à la matinée politique. Pendant plus d'une heure, Kovo Ingila a échangé avec sa base. Les questions d'actualité ont été abordées. Il a expliqué l'impact positif du mouvement de libération du Congo au sein de l'Union sacrée et aussi du gouvernement. Vous devez être fiers d'appartenir au MLC. Et dans un avenir proche, nous devons vraiment bien travailler pour apporter aussi notre contribution au MLC. Faites confiance au MLC, nous allons tous travailler ensemble. Le monde commémore en ces jours la journée mondiale du pangolin ici à Kinshasa au sein de la concession au Mediapol. La structure de Gênes pour la sauvegarde de l'environnement de Maïndombe et Synergie rurale Action paysanne a organisé une journée de réflexion concernant les pangolins et cette espèce protégée. Reportage de Mario Ambongo et Pati Sumbu. Na Zimbabwe, ceux qui va coutir au bomi pangolin, tu as 10 ans de prison, sans suicide. Le 18 février, le monde commémore la journée mondiale de la sauvegarde du pangolin, animal très prisé par certaines personnes pour sa chair. Les autres, comme en Asie, sont férus de ses écailles, où ils utilisent ces dernières qui contiennent une forte dose de kératine. Pour les Asiatiques, cela leur sert à fabriquer certains médicaments. Mais le pangolin, espèce animale protégée, a fait l'attention de l'ONG World Pangolis à travers la structure des jeunes pour la sauvegarde de l'environnement de Maïndombe et Synergie rurale, Action paysanne, coordonnée par Claude Keboy, a procédé à une sensibilisation ce samedi 18 mars 2023, a montré l'importance, le pourquoi sauvegarder le pangolin. Présents dans la salle, les jeunes, les vendeurs de cette viande, les acheteurs et aussi l'État représenté par la police. Véritable plaidoyer pour cesser de braconner cet animal qui est pratiquement en extension. Si nous ne faisions pas attention, de 1960 jusqu'à maintenant, plus d'1 million de pangolins ont déjà disparu. Tel est le constat fait par les experts et les chiffres présentés ne sont pas enthousiastes. D'où cette journée du 18 février, journée mondiale, qui tombe à pic et permet à Claude Keboy de dire non à la chasse et à la vente du pangolin ici en République démocratique du Congo. Cette journée sera célébrée chaque le 3e samedi du mois de février, toujours dans le cadre de la sensibilisation pour éviter l'extermination du pangolin ici en République démocratique du Congo. Oui, nous avons choisi le moment parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du pangolin.
Et nous avons pensé que c'était le moment opportun pour essayer de sensibiliser non seulement les jeunes, vous avez vu, il y a les agents de l'État, mais il y a aussi les vendeurs de gibier. C'est une espèce que vous voyez, que vous tuez, que vous mangez à tout moment, mais vous ne savez pas qu'il est protégé. Mais pourquoi il est protégé? Ça, la population doit connaître. Il faut aussi rappeler que la RDC a été choisie parmi 4 pays africains pour faire la sensibilisation et la sauvegarde de cet animal protégé qu'est le pangolin. À notre ministre Mazali, vous avez été honoré à Glaslao par les bonobos. Le pangolin peut vous honorer aussi. Ça l'a fait attention dans le pangolin. Parce que journée à l'élo, en principe, il faut là aller impliquer. Mais tout commis, tout ça va répondre. Et tout à fait autre chose, les syndicats interministériels de la réforme de l'administration publique, SIRAP, les agents fonctionnaires d'État préparent un sitting pour de manifestations le mardi 21 février 2023 devant le cabinet du Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde et dans le but de réclamer la signature de la commission des inspecteurs au niveau de l'inspection générale de travail. Reportage d'Alain Oka. L'administration du Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde sera perturbée et arrêtée le mardi 21 février 2023 par les agents et fonctionnaires de l'État qui sont en train d'être sensibilisés et mobilisés par les syndicats interministériels de la réforme de l'administration publique SIRAP et de l'ingénieur Paul Yapai Makengo aussi, suite de ce que considèrent les fonctionnaires de la mauvaise foi manifeste de la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale Claudine Ndousse qui, suivant la déposition des travailleurs de l'État, refuse et bloque l'acte d'affectation des inspecteurs au niveau de l'inspection générale du travail pendant que ces inspecteurs, après leur formation, ont prêté officiellement serment devant les instances judiciaires pour servir l'État. Nous venons de porter sur la table du Premier ministre notre revendication concernant l'arrêté de commissionnement des inspecteurs du travail. Ces arrêtés devaient être pris depuis longtemps. Nous avons saisi le ministre, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance, qui n'a jamais réagi sur ça. Nous demandons à Madame, jusque le mardi, si elle n'arrive pas à régulariser la situation, nous allons fermer les portes de l'inspection. La manifestation d'envergure projetée mardi 21 février proche sera articulée en 2 séquences. La première devant les bâtiments de l'inspection générale du travail et le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, et la prolongation sera jouée devant la concession de la primature de la République chez Samba Lukonde. Ce sont les inspecteurs qualifiés, formés, suivant la convention 81 de l'OIT ratifiée par la République démocratique du Congo. Nous allons commencer à fermer les portes au niveau de l'inspection. Nous allons brûler les pinets et nous allons terminer cité auprès du Premier ministre, chef du gouvernement. Il est de l'intérêt du gouvernement d'éviter les tensions sociales en ces moments difficiles que traverse le pays, moment émaillé par la situation posée à l'est du pays, et en même temps, le pays se concentre aux préparatifs des élections pour les grands rendez-vous du décembre 2023. Parlons enseignement, éducation. À présent, dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, plusieurs syndicats légalement reconnus par l'État ont été délibérément exclus de participer aux travaux d'évaluation de protocole d'accord de Mbouela-Loge. Une fois de plus, on retrouve Alain Noka dans ses reportages. Les animateurs du syndicat des enseignants des écoles conventionnées protestantes SINEP, dans une déclaration lue par le président de ce syndicat, Bastem Mouvoum, dénoncent avec énergie les refus et le blocage de leur participation aux travaux d'évaluation de l'accord de Mbouela-Loge qui s'organise du 20 février au 7 mars 2023. À la base de ces refus et blocages suivants, les syndicats SINEP seraient notamment les terres syndicales de l'EPST, les directeurs du cabinet du ministre de l'EPST, les conseillers en charge du partenariat
Nahia. Madame est la secrétaire générale de l'EPST, le directeur du partenariat. Face à cet agir peu orthodoxe et antidémocratie, d'écarter un grand syndicat comme SINEP qui s'était planté et s'était posé plus que d'autres syndicats à travers la République, les SINEP sollicitent la sagesse du ministre de l'EPST Tony Mwaba de trancher et faire justice pour sa participation aux travaux d'évaluation du protocole d'accord de Mbouela Lodge signé par le gouvernement et les bas syndicales du secteur de l'EPST. Nous, leaders des syndicats, les porteurs d'arrêtés dûment notifiés et ayant épuisé la voie pacifique durant 6 mois, dénonçons avec force 1. Le blocage et le refus volontaire d'intégrer nos syndicats sur la liste des partenaires de l'EPST. La magouille de l'intersyndical d'établir une liste sélective avec les réseaux mafieux. La partialité des hauts fonctionnaires de l'EPST et le non-respect des normes administratives dans le traitement de nos dossiers déposés. Face à ces irrégularités flagrantes, invite 1. L'autorité des titulaires de l'EPST d'éviter la politique de 2 poids 2 mesures en ordonnant notre intégration inconditionnelle. Madame le CG, d'actualiser la liste authentique des syndicats en ordre, le Premier ministre du gouvernement et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de diligenter un audit pour matraquer les syndicats irréguliers. Le SINEP est une grande force syndicale dans l'EPST dotée de son arrêté du fonctionnement délivré par le ministère de la fonction publique ne peut être écarté des grandes rencontres du secteur dont des travaux d'évaluation des protocoles de Mbouela Lodge signés par le gouvernement et les bons syndicats. Plus de 30 enfants de Ponsdel, Marie-Thérèse Mona Ngoto, est allée manger avec les enfants de l'orphelinat à Kinkole où sont hébergés, allais-je dire, ces derniers. Mario Ambongo pour les reportages. Elle n'est pas venue les mains vides. Mona Ngoto est arrivée à Kinkole en apportant du lait, du sucre, des jus, du riz pour ses enfants de l'orphelinat. Très attachée à ses enfants malgré un report. Dans un avenir passé, elle a tenu à manifester son attachement à ses 30 enfants. Un repas de cœur a été partagé avec eux, dans une simplicité absolue pour le plus grand besoin des enfants. Marie-Thérèse Mona Ngoto travaille presque seule dans cet orphelinat, mais elle a besoin des personnes de bonne volonté pour l'épauler dans cette mission sociale. C'est l'orphelinat Mona Fondation Mona Charité, qui se trouve précisément à Kinkole sur l'avenue Mpongo numéro 13. En fait, c'est une orphelinat qui me tient beaucoup à cœur et dont je suis très attachée. Le fait que j'ai pas passé les fêtes, je viens quasiment tout le temps ici c'est ma famille. Et le fait de ne pas avoir passé les fêtes avec eux, j'avais promis à ce que je puisse venir pour qu'on puisse passer les fêtes ensemble. Alors, c'est une orphelinat qui comprend 30 enfants et 20 en attente qui vont bientôt arriver. La seule chose que je demande, je suis seule à soutenir pour l'instant cet orphelinat et je m'aimerais bien c'est que nos autorités, des personnes de cœur qui puissent venir soutenir aussi cet orphelinat, ceux qui ont un grand cœur comme moi, qui puissent venir soutenir ces enfants afin d'éviter le banditisme ou bien la prostitution ou quoi que ce soit. Donc on soutient ces enfants d'une manière scolaire et de la santé aussi. Ils en ont besoin parce que la santé est primordiale pour nous, c'est la priorité. Ils ont besoin des soins, ils ont besoin de la scolarité. Donc pour toutes les personnes qui sont touchées et qui ont besoin de faire des dons, ils peuvent bien venir ici. La porte elle est ouverte à tout le monde. Ça se trouve à Kinkole sur l'avenue Mpongo numéro 13. Changeons des registres. Accostage de patrouilleurs de haute mer P et Sakorandé au port international de Banana dans la séance de la Société de commerce, de port et de transport SCPT ex-ONATRA. Cet événement s'est déroulé le lundi 17 février dernier à 11h05 en présence du commandant Baki et du commandant du 14e groupement naval de Banana. Mario Ambongo pour les reportages. Le vendredi 17 février 2023 à 11h05, nous avons assisté à l'accostage du patrouilleur de haute mer P140 dans l'enceinte de la Société commerciale de transport et des ports, SCTP en sigle, ex-ONATRA,
dont du gouvernement de la République démocratique du Congo à la force navale en général, au 14e groupement naval en particulier. Et cela en présence de commandant de la base militaire de Kiton en place Mwanda, le lieutenant-général Ilunga Kabamba Kampete Igraston, commandant 14e groupement naval, contre-amiral Bokota Botumbe Raf, commandant 141e base navale de Banana, capitaine de vaisseau, diplômé d'état-major Madiba Jean-Pierre, quelques membres du Conseil de sécurité du territoire de Mwanda, ainsi que devant les différents officiers de la force navale. Une fois le patrouilleur accosté, les autorités en place ont salué l'équipe qui ont réussi à conduire le navire au port international de Banana. Parlons sécurité à présent. Les FARDC en Ituri en tête le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny ont rendu le dernier hommage aux vaillants militaires et soldats tombés sur le champ de bataille en territoire de Djungu le 27 janvier 2023. Suivez. Au pas cérémonial, Antini Barioli, coiffé en béret rouge, vert et noir, toutes les unités de l'armée et de la police ainsi que la population, les commandements de la 30e région militaire, en tête le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, ont rendu les derniers hommages aux vaillants militaires et soldats tombés sur le théâtre des opérations à territoire de Djougou le 27 janvier 2023. De la prédication à l'oraison funèbre collective où les qualités de ses compagnons d'armes ont été reconnues par le chef d'état-major de la 30e région militaire. C'est à juste titre que les forces armées de la République démocratique du Congo en général, la force terrestre, la 3e zone de défense, la 32e région militaire et l'état-major secteur opérationnel Ituri en particulier, regrette très profondément vos disparitions. Vous avez été pour nous les modèles. Une cérémonie militaire marquée par la présence de l'inspecteur général de FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, en mission des commandements en Ituri, qui a interpellé les Ituriens au respect de leur armée. Mboka oyo ezali mboka na biso. Nazali ko benga ko exhorter nos frères civils que bakozalaka na armée mususu te à part le FARDC. Musala ya soda ezali musala ya sacrifice. Ezali musala ya lokumu. Soda ezali mutu faut ko respecter. Dans la même veine, le gouverneur militaire d'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, partage sa peine avec les familles éplorées. Nous ne serons jamais anéantis. Ces hommes sont venus de partout parce qu'ils aiment les Ituriens, parce qu'ils aiment leur pays et ils se sont engagés à les défendre jusqu'au sacrifice suprême. Nzambe na biso, tala ba mama na biso ndenge bazo souffrir awa. Garde-les, protège-les, donne-leur la force d'éduquer nos enfants. Ceux qui sont restés seuls sans père. Les commandants des opérations militaires en Ituri réitèrent la détermination et l'engagement des forces armées à restaurer l'autorité de l'État. Notre mission, c'est toujours protéger la patrie. Et nous allons continuer à le faire, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. C'est à 13h que les cortèges funèbres collectifs a pris la direction du cimetière de Nyamurongo où les corps de ces vaillants officiers et soldats reposeront désormais pour l'éternité. Retenons que mourir pour son pays est un noble dévouement digne d'enflammer le grand âme.
Une brève de sport avant de boucler complètement cette édition du journal. l'SV Club de Kinshasa battu à domicile par la formation de Pedro Atlético de Luanda sur la note de 2-1. Et bien, la rencontre s'est jouée aux installations du stade Alphonse Massamadeba. La rencontre s'est inscrite pour le compte de la deuxième journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Freddy Takidi, Kouparbola, Samsou Lunga, Mario Ambongo, Laetitia Louvezo et Tony Binda à demain dimanche à retrouver et Sylvain Malanda. Au revoir.